Je vous propose de commencer cette journée par une introduction de Étienne Pau, en lien avec notamment la politique publique portée dans le cadre de la stratégie nationale pour les TND. Bien, bonjour à toutes et tous. Merci Ève Dujaric, que je salue, directrice du Groupement national des centres de ressources autisme. Merci aussi à Lucas et Diane de la CNSA qui permettent aussi que cette politique publique soit portée en lien avec nos administrations et nos opérateurs. Je vais vous surprendre avant de faire l'ouverture très rapide de cette journée. Je voulais rappeler un petit peu l'articulation des uns et des autres, qui fait quoi dans ce pays. Et à l'aune de ce qui se passe ces dernières 24 heures, je pense que donner un peu de lisibilité sur comment fonctionne l'action publique n'est pas totalement inutile. Pour vous résumer, il y a donc un délégué interministériel, une délégation interministérielle qui porte une stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement, c'est-à-dire que les grandes orientations de politique publique dans le champ des troubles du neurodéveloppement sont portées par cette délégation, qui a donc été souhaitée par le président de la République, et qui continue jusque 2027, ce qui me permet aussi de partager avec vous un message de stabilité, ce qui, en ce moment, je pense, est nécessaire pour une stratégie qui est quand même sanctuarisée, et ce, à peu près, quoi qu'il se passe d'ici 2027. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous dire que cette stratégie, elle se déploie donc à mon initiative, et bien sûr avec l'équipe qui est à mes côtés, en se reposant sur des acteurs emblématiques, dont bien sûr la Maison de l'Autisme, qui a une structuration qui, vous savez, est en mouvement pour justement gagner en lisibilité, qui regroupe le Groupement national des centres de ressources autisme, le Centre de ressources autisme Île-de-France et Autisme Info Service. Et finalement, c'est le bras armé de cette stratégie nationale, et je suis convaincu que y compris dans les prochains mois et dans les prochaines années, la pérennité de l'action publique passera par cette Maison de l'Autisme, et c'est ce à quoi je travaille en lien avec les administrations concernées. Vous comprenez mieux maintenant qui fait quoi, ou en tout cas à peu près. Vous dire que voilà, je suis très honoré d'introduire cette journée, bien sûr, à l'occasion de la Journée nationale des aidants, mais plus exactement pour saluer l'action de l'ensemble des centres de ressources autisme dans la formation des proches aidants, et vous rappeler que finalement, ce que vous ouvrez ici, c'est la question du rapprochement de nos structures avec les personnes concernées, leurs proches, leurs familles. Ça me permet de souligner ici que nous avons encore énormément de retard dans un renforcement du lien avec les personnes concernées et leurs familles. Je le disais ce matin, juste avant de vous retrouver, je faisais l'ouverture du stage des professeurs ressources qui, vous savez, sont impliqués dans le champ des troubles du neurodéveloppement. Et j'insistais de la même façon en disant que l'école doit plus parler aux familles, le médico-social doit plus parler aux familles, le sanitaire doit plus parler aux familles. C'est quelque chose que j'ai appliqué et que j'ai souhaité appliquer concrètement à mon arrivée, par exemple au travers d'une instruction rénovée concernant l'autorégulation à l'école, en demandant à ce que les familles soient vues le plus fréquemment possible par les équipes éducatives et les équipes médico-sociales au service des enfants. Autrement dit, et on se le dit ici, il est inconcevable qu'une famille ne soit vue qu'une fois par an par des professionnels, que ce soit du champ de l'école ou du champ du médico-social. Et j'entends, et je l'ai entendu comme vous en étant professionnel, ben oui, mais cette famille c'est difficile, c'est compliqué, c'est conflictuel. Je pense que l'aggravation des conflits et l'aggravation de la distance entre les professionnels et les familles est très clairement corrélée à cette absence de moments de rencontre suffisants. C'est notre devoir, et donc je vous remercie parce que vous en faites le relais, y compris en sensibilisant les familles, les proches aidants, en leur aidant à acquérir des compétences qui ne sont pas innées quand on est parent ou proche de quelqu'un qui présente un trouble du neurodéveloppement, que ce soit l'autisme, les troubles 10, le TDAH, le trouble du développement intellectuel. Et je le redis ici, la stratégie étant restrictive dans sa dénomination, peut concerner aussi le Gilles de la Tourette, les conséquences de la paralysie cérébrale, du syndrome d'alcoolisation fœtale, et finalement de tous les handicaps d'apparition très précoce au moment du neurodéveloppement ou du développement d'un enfant. C'est donc aussi l'occasion de dire que les tensions se sont cristallisées dans notre pays
autour des troubles du comportement, il faut qu'on mette le doigt dessus. C'est-à-dire que ce qui aggrave les tensions entre professionnels et familles, que ce soit dans le médico-social, à l'hôpital, à l'école, ce qui fait qu'aujourd'hui on a aussi des structures médico-sociales qui n'accueillent pas les situations les plus complexes de notre pays, et j'ai un avis assez clair sur le sujet que je vous partagerai, c'est lié à ces troubles du comportement, et ça a généré quelque chose, c'est que progressivement, avec cette conception où finalement on s'éloigne à chaque fois des situations les plus complexes, on me dit fréquemment, bah oui, mais les professionnels, c'est trop difficile pour eux, il y a un risque de droit de retrait, etc. Je suis convaincu qu'en fait, nous avons désamorcé l'expertise des troubles les plus sévères. C'est-à-dire qu'à force de dire, ces troubles sont trop sévères, je ne peux pas les accompagner, je ne peux pas les accueillir dans mon établissement, dans mon service ou à l'école, progressivement, on est de moins en moins experts et on a des professionnels qui vont avoir de plus en plus de mal à accompagner ces situations les plus complexes. Pourquoi je vous parle de ces situations les plus complexes ? Parce que ce sont des situations qui nécessitent en réalité un savoir-faire extrêmement technique et que la France est quand même assez originale par rapport à d'autres pays. C'est que nous avons un turnover extrêmement important des professionnels qui accompagnent ces situations les plus sévères, là où dans d'autres pays, c'est exactement l'inverse. Et c'est exactement l'inverse parce que les professionnels qui, dans d'autres pays, sont très bien formés à l'accompagnement de ces troubles très sévères, ont développé un savoir-faire très technique, finalement prennent goût à ce challenge sur ces situations très techniques et ont envie de rester plus longtemps dans ces postes. Il y a bien sûr des sujets d'attractivité financière des postes que je vous rassure, je ne mésestime pas du tout, que je ne sous-estime pas dans notre pays. Mais c'est pour vous dire aussi que nous devons regarder ça avec lucidité. C'est pour ça que ces formations proches aidants que vous menez, qui permettent finalement aussi de rapprocher à cette initiative les professionnels et les familles, sont quelque chose de fondamental. Cela permet aussi de rompre l'isolement des familles, et je pense que ça, vous l'avez tout à fait marqué, et Ève me fait souvent le retour de ça. Déjà, je tiens à saluer que plus de 15 000 personnes sensibilisées ou formées dans le cadre de cette formation proche aidant, c'est tout à fait exemplaire. Et rompre l'isolement, ça rejoint ces situations que je viens de vous citer. Ces familles qui nous disent bah, « moi, ça fait 3 ans que j'attends une place en institut médico-éducatif et que mon enfant, personne ne veut le prendre ou qu'on me dit qu'il n'y a pas de place ». C'est la raison pour laquelle, je le redis ici avec force, nous ne pourrons pas continuer dans notre pays avec un système où les admissions au sein des établissements sont uniquement à la main des directions d'établissement. Je n'ai aucun problème pour le dire avec transparence. Nous devons avoir une file active, ou une file d'attente plus exactement, qui soit totalement transparente pour l'ensemble des familles et qui leur permette de se rendre compte si réellement l'accueil de leur enfant qui met autant de temps, est-ce que c'est vraiment lié à la file d'attente ou est-ce que c'est lié au fait qu'il y a une considération sur le fait que ces troubles sont trop sévères. C'est un devoir d'hyper-transparence auquel je souhaite m'atteler. Je pense que c'est aussi de la bienveillance et une question de respect tant vis-à-vis des familles que vis-à-vis aussi des professionnels qui finalement ne savent pas trop comment ça se passe. Quand ils sont en première ligne dans un établissement, ils ne savent pas trop comment ça se passe, comment on décide qu'une personne est accueillie ou pas dans l'établissement. C'est souvent une boîte noire, il va falloir qu'on sorte de ça. Et c'est ce que je demandais aussi aux agences régionales de santé. Pour finir, je souhaitais finir sur 2 points, vous dire que cette approche structurée et structurante que vous portez dans la formation des proches aidants, elle doit être impérativement corrélée au respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles dans le champ des troubles du neurodéveloppement. Ce n'est pas un secret, j'ai déclenché une série de plusieurs dizaines de signalements à destination d'établissements et de services qui ne respectaient pas ces recommandations. Certains services qui recourent exclusivement à la psychanalyse, qui, je rappelle, n'est pas, encore une fois, une approche consensuelle, et c'est déjà la recommandation HAS de 2012 qui le disait, donc je veux bien qu'on continue à se cacher derrière notre petit doigt en disant « on ne sait pas trop, est-ce que la psychanalyse, on peut pas ?» Non, en fait, on ne peut pas. C'est-à-dire que dans le champ des troubles du neurodéveloppement, on ne peut pas. Approche non consensuelle, certes c'était un peu timide de la part de la HAS, mais ça disait déjà ce que ça voulait entendre et de ce que ça voulait laisser entendre. Donc soyez très au clair avec ça, les seules approches recommandées dans le champ des troubles du neurodéveloppement, c'est celles qui font progresser les enfants, les adultes, les proches aidants bien sûr, et c'est celles où on peut aussi remettre en cause ce que l'on a fait pour que la formation de demain soit plus efficace. Autrement dit, je partage avec vous cette culture de la remise en question permanente. Je ne doute pas une seule seconde que c'est l'occasion aussi de ce rétexte, de voir ce qui a marché et ce qui a moins marché. Et vous en ferez bien sûr l'écho.
Cette approche structurée et structurante, c'est aussi ce que nous avons porté au travers d'un guide que vous avez dû voir passer sur la guidance parentale, qui était une autosaisine que j'ai souhaitée de la délégation interministérielle pour mettre enfin un mot sur c'est quoi ce qui relève de la guidance parentale. J'avais, et peut-être que c'était partagé, un agacement régulier depuis quelques mois de voir que tout le monde sortait le mot guidance parentale à toutes les sauces. Et puis selon les personnes à qui je parlais, on me disait « Ah bah oui, mais nous, en fait, c'est juste un groupe de parole. Ah bah oui, mais nous, c'est du Barclay. Ah bah oui, non, mais nous, on utilise Triple Pi. » En réalité, la guidance parentale, c'est une approche structurée, structurante, avec des résultats. Et encore une fois, on doit pouvoir mesurer les progrès, bien sûr des parents, mais la guidance parentale, elle porte mal son nom, vous le savez, parce qu'elle concerne aussi les proches aidants, et pas que les parents. Et de pouvoir voir si finalement les parents, les familles ont récupéré des habilités, ont réussi finalement à mieux s'en sortir avec un enfant qui présente un trouble du neurodéveloppement. Et on sait à quel point ça n'est pas simple, et encore une fois à quel point c'est pas quelque chose qui vient comme ça sur vous au moment où votre enfant naît, vous devenez d'un coup expert de l'autisme ou des troubles du neurodéveloppement. Pour finir, je souhaitais vous rappeler à quel point j'ai conscience qu'il manque aussi beaucoup de choses encore pour les proches aidants. On a ouvert cette boîte de Pandore de la guidance parentale en voulant amener une approche structurée. Je pourrais vous dire la même chose sur le répit. C'est-à-dire que le répit, tout le monde en parle, et on a quand même un petit peu de mal à voir dans quelle mesure c'est financé dans ce pays, par quel biais c'est financé, et surtout c'est quoi le répit. Est-ce que c'est 4 heures pour aller faire des formalités administratives? J'y crois assez peu pour les parents, ou est-ce que c'est plutôt des vrais temps longs qui permettent à des parents, à des proches aidants de se reposer, de prendre du temps pour eux, de prendre du temps pour faire des activités plaisantes, aller au cinéma, aller chez le coiffeur, profiter d'un moment sympa avec des amis. Je crois que c'est ça les enjeux pour le futur. Trouver un modèle économique viable qui permette de proposer du répit aux parents et aux proches aidants d'enfants ou de personnes adultes concernées par un trouble du neurodéveloppement. Voilà donc ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Donc finalement, 3 priorités qui résument à elles seules la stratégie nationale. La qualité, la sécurité des accompagnements, la formation et bien sûr la bienveillance vis-à-vis des familles, des personnes concernées, ça va sans dire, et des proches aidants. Donc merci à tous et excellente journée. Je suivrai avec attention tout ce que vous direz.